Merci. Je voudrais évidemment tout d'abord remercier le professeur Alain Sipio de cette invitation et dire tous les plaisirs que j'ai à participer à ces entretiens sur les avatars de la solidarité. Je pense que depuis hier, nous avons tous beaucoup appris. Nous avons peut-être tellement appris qu'aujourd'hui, on sait plus ce que c'est la solidarité. Je voudrais commencer mon propos sur la solidarité dans le monde africain, évidemment sous l'angle juridique, par deux observations liminaires. La première se rapporte à la méthode ou à l'approche. Lorsqu'on aborde le continent africain aujourd'hui, l'Afrique contemporaine, il y a deux tentations contre lesquelles il faut se prémunir. La première, c'est ce qu'on pourrait appeler, à défaut d'avoir une expression plus parlante sous la main, la tentation essentialiste. C'est celle qui consiste à considérer qu'il existe une essence de l'Afrique qui reste inchangée et que la vie de groupe, de la cellule de base, la famille, à la collectivité la plus étendue, en passant par le clan, la tribu et la fraction, est le mode d'existence et de vivre en quelque sorte en Afrique. Et on pourrait évidemment citer beaucoup de travaux qui sombrent dans cette tentation, dans ce cliché, et qui, avec une certaine sympathie des fois, peut-être un peu naïve, idéalisent les pratiques de solidarité très anciennes en Afrique. Je me souviens que dans le forum social organisé à Nairobi en 2007, dans un atelier, l'un des chefs tribaux est venu vanter les mérites de la polygamie et de l'esclavage, et cela n'a pas suscité de réaction parce que c'était inscrit dans le registre des traditions, et dans les traditions, il y a des bonnes choses qu'il faut préserver, etc. Or, on sait que dans ces traditions-là, dans ces formes de solidarité, il y a aussi des contraintes, il y a le poids très fort des obligations qui pèsent sur ceux qui ont quelque chose, de l'obligation quand on est... Je prends l'exemple très concret d'un musulman qui va acquitter la zakat, c'est-à-dire l'impôt légal, 2,5% sur ses revenus par an, qui doit en même temps faire face aux obligations en tant que membre d'une famille peut-être connue, donc aider les frères, les parents, les cousins, etc. Le poids est énorme et c'est un frein aussi au développement économique. Mais surtout sur un plan scientifique, ces éléments-là, qui sont quelquefois vantés, sont évidemment à relativiser. Il y a un autre visage de l'Afrique. Tout d'abord du point de vue du droit, parce que des fois aussi on accompagne cette analyse de propos dithyrambiques sur le droit traditionnel africain qui est un droit simple, oral, qui valorise la coutume, qui est en quelque sorte un droit qui n'a pas besoin de professionnels, parce que tout est oral, il est formulé sous forme d'usage et de proverbes, donc droit très simple. Alors, bien entendu, cela n'existe plus que dans l'imagination de ceux qui veulent bien faire vivre ce type de droit. Il n'y a plus de famille de droit africain au sens où les comparatistes en parlaient il y a encore quelques années, parce que chaque pays africain a un droit moderne, le plus souvent d'ailleurs inspiré du droit de l'ancienne métropole. Si c'est un droit qui a été colonisé par la France, ce sera un droit assez proche du droit français. Si c'est un pays qui a été colonisé par l'Angleterre, ce sera un droit proche de la common law, etc. Et surtout, les droits ont été profondément modernisés. Je pense par exemple à ce qui constitue le bastion de la tradition dans les droits africains, la famille. Le droit de la famille africain a été énormément et profondément modernisé. D'autre part, il y a des institutions modernes de la solidarité sur lesquelles je reviendrai dans quelques instants. Mais quand on aborde ces derniers éléments, il y a la deuxième tentation, cette fois, à laquelle il faut éviter de succomber. C'est ce qu'on pourrait appeler la tentation, faute d'une autre expression, sauf qu'elle pourrait avoir une caution d'un grand auteur aujourd'hui oublié, la tentation historiciste. Je pense par exemple notamment à ce que disait Poulantzas à propos de la problématique historiciste du sujet quand il critiquait certains courants marxistes, notamment le courant économiste qui réduit l'histoire ou qui fait de l'économie le moteur de l'histoire, les rapports économiques, ce serait le sujet central de l'histoire, c'est ça la problématique historiciste, et tantôt c'est la volonté de la classe dominante.
Et là, l'idée pour l'Afrique, ce serait de dire, ben, aujourd'hui, c'est la mondialisation. L'Afrique est arrimée à la mondialisation, elle n'a plus de spécificité, etc., etc. Bon, on pourrait évidemment gloser sur ça. Elle est en quelque sorte intégrée dans un monde désormais uniforme, sans particularité. Il faut évidemment écarter aussi cette deuxième tentation. Mais si on écarte les deux, où est-ce que l'on va? Je pense que l'on va tout simplement on va là où on doit aller, c'est-à-dire saisir l'Afrique dans l'ambivalence de son évolution actuelle. La saisir en temps avec ses éléments traditionnels matinés de modernité et ses éléments modernes pénétrés par la tradition aussi. Et c'est sous cet angle qu'il faut envisager les formes d'organisation de la solidarité, les formes juridiques d'organisation de la solidarité. Un petit mot au départ, bon, je ne vais évidemment pas reprendre les définitions de la solidarité, mais un petit mot quand même de ce que j'entendrai par solidarité ici. Ce sera le noyau le plus simple, c'est la conscience de l'interdépendance d'un groupe qui se traduit par l'obligation d'assistance mutuelle. Les membres du groupe doivent se porter assistance, et je pense le noyau irréductible de la solidarité. Alors, comment les droits africains aujourd'hui organisent-ils ce sentiment d'interdépendance et avec l'obligation corrélative pour les membres de se porter assistance? Pour délimiter le sujet, je vais très rapidement écarter ce dont je ne traiterai pas. Je ne traiterai pas du mécanisme de la solidarité qui a été brillamment exposé hier en droit des obligations. Ce mécanisme repris du droit romain qui permet d'organiser la solidarité dans les obligations plurales, avec quelquefois une face active, la solidarité active et la solidarité passive. Pourquoi? Pas parce que les droits africains ne le reprennent pas. Tous les droits africains qui ont un code civil inspiré du droit français l'ont repris, mais tout simplement parce qu'ils ne renseignent pas sur la solidarité sociale. C'est un mécanisme en fait abstrait d'organisation de la solidarité abstraite, et le droit des obligations dans lequel il s'inscrit est un droit abstrait qui favorise l'échange et n'est pas fait pour la solidarité. C'est d'ailleurs pour ça qu'historiquement, les droits qui se sont préoccupés de la solidarité ont conquis leur autonomie à l'égard des droits civils et des droits des obligations. Je pense au droit du travail et un peu plus tard le droit de la consommation. Je ne traiterai pas non plus de la solidarité, de la responsabilité solidaire qu'on retrouve dans les droits pénals, reprise elle aussi du droit français, notamment la solidarité des auteurs, co-auteurs, complices d'une infraction qui permet à l'un d'eux qui a payé de se retourner contre les autres. Ce n'est pas l'aspect qui parle le plus de la solidarité sociale. Alors, pour voir comment celle-ci est organisée dans les droits africains, je vais me situer à deux niveaux. Tout d'abord, la prise en compte formelle, comment dans les droits africains, il y a des dispositifs qui prennent formellement en compte cette idée que le corps social est un corps interdépendant et que les membres ont une obligation d'assistance mutuelle, quelquefois incarnée par la collectivité qui les représente, c'est-à-dire la collectivité étatique. Ce sera le premier point de mon intervention. Et sur ce point, je montrerai que, contre toute attente, quelquefois, les droits africains ont précédé les droits actuels. Dans un second temps, je traiterai de la manière dont les droits africains organisent ou traitent les formes populaires de solidarité. Ils semblent les installer dans un espace en quelque sorte mouvant, tantôt proche du droit, tantôt relevant presque du non-droit de la morale collective et des mœurs. Alors, sur le premier point, la prise en compte formelle de la solidarité par les droits africains. Alors, je vais distinguer deux étapes pour essayer d'aller vite. D'abord, le plan régional, parce qu'il existe un droit interétatique africain, et ensuite, j'envisagerai l'organisation de cette solidarité par les droits nationaux. Sur le plan régional, l'un des moyens par lequel le droit généralement organise, ce serait même peut-être la voie royale par laquelle le droit organise ou consacre la solidarité, c'est la reconnaissance des droits sociaux, reconnaissance à chaque individu des droits sociaux qui lui permettent d'exiger des prestations, les prestations qui sont essentielles à ses besoins et donc à une vie digne. De ce point de vue, et sur le plan régional africain, il faut évidemment tout de suite souligner l'importance de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est une charte qui a été adoptée en 1981, c'est-à-dire vraiment un moment où on ne parlait pas encore beaucoup de droits de l'homme en Afrique.
Et elle a quelques particularités très intéressantes. Tout d'abord, elle consacre l'indivisibilité des droits, à la fois des droits civils et politiques et des droits économiques et sociaux. C'est important à signaler parce que c'est véritablement l'un des premiers instruments internationaux à le faire. À cette date, dans les années 80, on considérait encore que les droits sociaux avaient un statut hiérarchiquement inférieur. D'abord, on mettait en cause leur caractère de droit fondamental. Et ensuite, on mettait en relief le fait que même à les traiter comme des droits fondamentaux, ce ne seraient pas des droits justiciables. Ce seraient des droits créances. Ils se traduiraient par l'exigence qui peserait sur l'État de fournir des prestations, mais en fonction de ses moyens. Et si l'État n'a pas les moyens, les droits ne pourront pas être mis en jeu. Et en tout état de cause, on avait du mal à considérer qu'ils pouvaient se traduire par des actions en justice. Alors, la charte africaine renverse complètement cette perspective et traite sur un même pied d'égalité les droits économiques et sociaux et les droits civils et politiques. Je pourrais développer, mais ce serait au détriment d'autres points qui peuvent être aussi importants. C'est l'un de ses premiers apports. Et encore une fois, c'était en 1981, avant que ne se développe en Europe et dans le continent américain le mouvement vers la justiciabilité des droits économiques et sociaux, et avant que n'apparaisse la doctrine qui a inspiré le Comité onusien des droits économiques et sociaux, selon laquelle tous les droits, que ce soit les droits civils ou les droits économiques et sociaux, se traduisent toujours par un certain nombre d'obligations à la charge de l'État. L'obligation d'abord de respecter, il ne doit pas porter atteinte. L'obligation de protéger, il doit éviter qu'une personne ne porte atteinte à ses droits, et l'obligation de réaliser, c'est-à-dire de fournir lui-même les moyens quand ses droits ne sont pas satisfaits. Deuxième élément important de cette charte, c'est la conception de l'homme qu'elle véhicule. Ce n'est pas l'homme isolé des premières déclarations des droits de l'homme, l'homme en quelque sorte désocialisé, c'est l'homme intégré dans une série de communautés, et les dispositions de la charte le disent. L'homme a des obligations à l'égard de la famille, de l'État, de la société, de la communauté internationale même, etc. Donc l'homme est conçu dans un environnement global et ses droits ne prennent sens que dans le cadre de cet environnement. Donc l'importance des devoirs, et il y a un article spécial sur le devoir de solidarité, le devoir de préserver la solidarité et la cohésion nationale et sociale. Donc c'est toute l'importance des devoirs aussi dans cette charte. Troisième élément, la consécration de certains droits qu'on pourrait appeler des droits matriciels, c'est-à-dire des droits qui peuvent servir à l'éclosion d'autres droits. Je pense par exemple à la consécration du droit à la dignité, dont on peut déduire le droit à une nourriture suffisante, le droit au logement, le droit à l'eau, etc. Les droits des peuples ont une attention particulière dans cette charte, et le droit au développement, qui est à la fois conçu comme un droit individuel, un droit de l'individu et un droit des peuples. Donc, beaucoup de droits consacrés dans cette charte qui tous mènent à l'importance accordée à la solidarité. Sur la mise en œuvre de ces droits, qui a pu être considéré comme peut-être l'élément faible de la charte a créé une commission, parce que les États africains n'étaient pas véritablement des États de droit, ils étaient très, très prudents en 1981. Elle a créé une commission qui est un organe non pas juridictionnel, mais quasi juridictionnel, mais qui, en dépit des limites qui lui sont assignées, de la faiblesse de ses moyens, a une jurisprudence qui est intéressante à plusieurs points de vue. D'abord, cette commission est saisie des communications des États, mais là, pratiquement, il n'y a pas eu de communication, il y en a eu une ou deux, mais sans lendemain, mais des communications de parties non étatiques, les ONG en particulier, et sur cette base, elle a rendu une jurisprudence assez intéressante. D'abord, qui illustre la façon, le traitement équivalent des différentes catégories de droits, l'indivisibilité entre les droits économiques et sociaux et les droits civils et politiques, et puis qui consacre une vision très large des droits économiques et sociaux parce qu'elle a pris en compte des droits qui ne sont pas consacrés dans la charte. Elle a déduit des droits qui sont expressément consacrés dans la charte, de nouveaux droits qui n'étaient pas prévus par sa charte, notamment le droit à l'eau, le droit à l'alimentation, etc. Deux éléments pour finir sur ce point important.
qui dénote, enfin, qui montre l'importance de ces droits matriciels dont j'ai parlé, la consécration des droits des peuples et des droits de l'homme au développement. Par exemple, la Commission a eu à condamner l'État kényan parce qu'il a mis en cause le droit de la communauté Andori. Il ne lui a pas permis d'exercer ses droits sur l'accès à un lac qui était important pour la vie de cette communauté. Et là, on touche à l'un des aspects de la solidarité dans la charte, c'est éviter l'exclusion, c'est une conception adaptée à l'Afrique, éviter l'exclusion d'une communauté au sein de la communauté nationale. Même chose, il y a une condamnation de l'État nigérien, mais dans une affaire intéressante où étaient en cause les pratiques des sociétés pétrolières qui avaient pollué l'environnement. Et la Commission a considéré que la communauté Ogoni, qui avait souffert de cette pollution, avait vu son droit à un environnement sain violé. Donc, des notions importantes qui toutes tournent autour de l'idée qu'il faut renforcer la solidarité, éviter l'exclusion. Je passe maintenant aux droits nationaux parce que j'ai du mal à chronométrer le temps. Je ne sais pas combien il reste. 15 minutes. Alors, sur les droits nationaux, parce qu'il y aurait une autre partie, une deuxième partie, je vais, pour aller vite, envisager deux questions. D'abord, quel est le statut de cette voie de consécration de la solidarité qui est la reconnaissance des droits sociaux dans les constitutions des États africains? Et ensuite, les services publics qui eux aussi illustrent la prise en compte de la solidarité. Sur le premier point, si on essaie de retracer d'une manière très schématique l'évolution des constitutions africaines en la matière, on pourrait dire qu'elles sont passées par trois étapes. Première étape, au lendemain des indépendances, la plupart des pays africains ont adopté des constitutions inspirées des droits de l'ancienne métropole et donc ont adhéré à la déclaration même de 1789, donc déclaration française, à côté de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des principes et libertés. Pas beaucoup de consécration des droits économiques et sociaux. Ce mouvement-là n'a pas beaucoup duré parce que dès les années 70, c'était la vague des coups d'État et des partis uniques. Alors, le sort des droits économiques et sociaux dans cette phase-là était noyé dans un discours sur le développement économique, parce que l'Afrique était supposée construire tout et il n'y avait pas de place pour la solidarité à part détachée du développement. Et puis on arrive à troisième étape, c'est le tournant des années 90, chute du mur de Berlin et du discours de la bolle pour les pays francophones. Il fallait qu'ils se démocratisent et puis surtout l'influence de la mondialisation ou de la transnationalisation des réseaux de communication. Le monde est devenu un village planétaire et les pays africains ont dû s'adapter à cette nouvelle donne. Donc partout, révision des constitutions, adoption de constitutions nouvelles, qui se sont traduites par une référence expresse aux différentes déclarations, donc un mouvement d'internationalisation des droits constitutionnels et une surabondance des droits économiques et sociaux, quelquefois consacrés. Je pense par exemple à l'article 17 au hasard de la Constitution béninoise. On pourrait citer la Constitution d'Afrique du Sud, mais j'y reviendrai, c'est pour d'autres raisons. Alors, très schématiquement, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette évolution des constitutions africaines et de son rapport aux droits économiques et sociaux. Le point faible reste l'absence de justiciabilité. Très peu de pays africains ont prévu des mécanismes permettant la justiciabilité des droits économiques et sociaux. Il y a la constitution béninoise qui mérite une mention à part, notamment la Cour constitutionnelle qui est compétente pour trancher, pour statuer sur toutes les atteintes aux droits fondamentaux, y compris les droits économiques et sociaux, mais la jurisprudence qu'elle a rendue jusqu'à présent est centrée sur les droits civils et politiques et non pas sur les droits économiques et sociaux. Alors même que la constitution béninoise consacre et énumère beaucoup de droits économiques et sociaux et fait sienne la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. De façon générale, c'est le statut même de la justice dans les pays africains qui pose un problème. Ces États ont jusqu'à présent du mal à reconnaître à la justice le statut d'un pouvoir indépendant. C'est l'un des problèmes actuels des pays africains. Je voudrais toutefois, je suis obligé d'aller vite, faire quand même une mention à part pour l'Afrique du Sud.
dans laquelle il y a un contrôle de constitutionnalité, un véritable contrôle, il y a une justiciabilité des droits économiques et sociaux, mais qui tient à des considérations, certaines sont historiques, la Constitution de 1996 qui leur accorde toute une section, les articles 22 à 31 consacrent les droits économiques et sociaux, voulait rompre avec le système de l'apartheid fondé sur les discriminations multiples et instaurer une société plus juste et donc ne pouvait faire l'économie d'une consécration des droits économiques et sociaux. Il y a une justice indépendante et la Cour constitutionnelle contrôle les politiques publiques qui mettent en cause les droits économiques et sociaux avec un critère pour l'instant relativement modéré puisque c'est les critères des raisonnables, mais qui permet quand même certains résultats. J'aurais pu donner des exemples, mais je suis évidemment obligé d'aller un peu plus vite. Si l'on descend d'un cran de la Constitution vers les lois et que l'on aborde la façon dont les pays africains ont reçu la notion de service public, par exemple, ont organisé des systèmes de sécurité sociale, on pourrait faire les remarques suivantes. D'abord, une consécration, bien sûr, une réception formelle très large de la notion de service public, de système de sécurité sociale, mais les limites sont évidentes. D'abord, les services publics ne fonctionnent pas vraiment suivant le principe de l'universalité. Il y a une distinction entre les zones urbaines et les zones rurales, ni suivant le principe de continuité et surtout suivant le principe de l'égal accès des citoyens. Et cela tient à la nature particulière de l'État africain. On a quelquefois décrit parler d'État néo-patrimonial qui est encore concurrencé par des loyautés, ou qui fait face à des loyautés concurrentes, loyauté à la tribu, à l'ethnie, etc. Et c'est difficile encore d'instaurer l'idée d'un service public impersonnel, accessible à tous. Je pense que ça pèse encore sur le fonctionnement des États africains. Sur les systèmes de sécurité sociale, la faible couverture, je pense qu'elle a été évoquée hier, cela ne touche pas dans aucun pays 20% de la population, dans certains c'est 4%. Donc, beaucoup de facteurs négatifs. J'ajouterai à tout cela que l'État africain, déjà miné par les particularismes, a dû faire face à partir des années 80 au programme d'ajustement structurel des institutions financières internationales qui ont réduit la marge de manœuvre, qui se sont traduits d'abord par une régulation en quelque sorte des budgets. Il fallait arriver à l'équilibre budgétaire, puis faire une épargne pour payer les dettes et non pas pour les services publics, privatiser les secteurs non rentables, libéraliser les prix, etc. Tout le monde connaît le fond de ces politiques-là, avec leurs conséquences négatives. Et si quelquefois les institutions financières internationales ont réagi parce qu'elles étaient au devant de la scène et traitées comme un bouc émissaire par un accompagnement social des politiques d'ajustement structurel, on est loin de véritables programmes intégrés de solidarité. Deuxième point qu'il faut signaler avant de terminer avec cette première partie, est très curieux, c'est que certains pays africains ont délégué aux sociétés transnationales la prise en charge de certaines fonctions qui relèvent de la solidarité nationale. Je pense par exemple à ce qu'a fait Total, à ce qu'on fait Total et Shell au Nigeria, qui ont directement traité avec les communautés locales, qui ont fait des contrats avec les communautés locales, où elles prennent en compte les bourses scolaires, les écoles, et au Mali, certaines compagnies qui exploitent les mines d'or ont mis sur pied un programme de traitement du paludisme, du VIH, puis l'accès à l'eau, etc., donc les constructions des routes. C'est le cas aussi au Ghana pour une société canadienne. Donc, véritablement un transfert à des sociétés transnationales sous le label de responsabilité sociale qui y trouvent leur compte. Ce n'est pas véritablement de la philanthropie, c'est la solidarité en échange de la paix civile. On achète la solidarité en quelque sorte. C'est la solidarité en échange de la paix civile. Et j'en aurais terminé avec cette première partie que vous comprendrez, je suis obligé de simplifier à l'excès pour passer le temps passant à la deuxième partie sur ce défi des pratiques populaires de solidarité et sur l'attitude du droit à leur égard. Alors, d'abord, un premier point, la diversité de ces pratiques populaires de solidarité. Je n'évoquerai que pour mémoire les pratiques d'entraide familiale qui sont toujours présentes dans le monde africain, avec la prise en charge des membres de la famille, mais des personnes âgées, des malades, mais dont la portée devient difficile à apprécier. Il y a eu une étude récente qui notait un recul de l'entraide familiale dans un pays comme le Maroc, par exemple. En revanche, une place à part doit être faite à ce qu'on appelle le phénomène tontinier, en raison de l'importance qu'il a prise dans tous les pays africains
et du fait qu'il est devenu pratiquement une composante quotidienne de la vie des Africains dans ces pays. Je dirais très rapidement, éviter de confondre ce phénomène tontinier, la tontine à l'africaine, avec la clause de tontine qu'on trouve en droit français, qu'on appelle quelquefois la clause d'accroissement, qui permet aux personnes qui acquièrent ensemble un immeuble, permet aux survivants d'un hérité. C'est très différent. La tontine à l'africaine est plutôt une association non écrite entre des membres qui se font confiance et qui vont, chacun à tour de rôle, bénéficier des fonds de cette association qu'on appelle les fonds rotatifs. Plusieurs avantages ont été relevés qui expliquent un peu l'usage répandu, le recours répandu à ces tontines, leur ancrage dans les pratiques millénaires de réciprocité et de sociabilité, leur adaptabilité parce qu'on trouve des tontines entre femmes, des tontines entre hommes, des tontines de quartier, des tontines de village, etc. Et surtout, leur adaptabilité à la structure sociale africaine parce que dans les sociétés castées, il y a des tontines entre des gens d'un même rang, ou alors si on intègre des gens de caste inférieure, il faut qu'ils acceptent de jouer le jeu de la hiérarchie dans le cadre de la tontine. Donc une adaptabilité extraordinaire. Le ressort de la tontine reste tout de même la confiance que les membres ont à l'égard des autres. Je sais que même dans un droit comme le droit français, certains auteurs ont considéré que la confiance était le fondement de la force obligatoire du contrat. Je ne pense pas qu'elle le soit. Je pense que dans un droit comme le droit français ou le droit anglais ou le droit américain, si on doit parler de confiance, c'est plutôt la confiance dans la capacité des systèmes juridiques à donner force exécutoire au contrat et non pas la confiance des membres les uns dans les autres. Mais à propos des tontines, on a dit que c'était un contrat dans lequel les membres sont en même temps les artisans de leur propre droit. Alors, si on passait à un degré un peu supérieur dans le formalisme, on aurait d'autres associations, par exemple les différentes ONG qui fleurissent en Afrique et qui prennent appui aussi sur des ONG étrangères de solidarité. Et surtout, en passant à un degré encore plus supérieur, on aurait toute la galaxie des institutions de la microfinance qui se sont développées depuis une dizaine d'années en Afrique et qui sont inspirées de l'expérience de la Grameen Bank du professeur Younous qui créait au Bangladesh pour remédier au refus des banques d'octroyer des crédits aux pauvres réputés insolvables et non rentables. L'idée, c'est que si on fait confiance aux pauvres, on leur prête selon leurs moyens, ils remboursent et ça donne des résultats au Bangladesh. Ça a été expérimenté en Afrique et je dois même dire qu'il y a une fascination pour la microfinance, fascination d'abord des institutions financières internationales qui, face à l'échec des programmes d'ajustement structurel, essaient de trouver des substituts. Fascination même des Nations Unies qui a institué une année du microcrédit, fascination des pouvoirs publics qui aident pour un cadre juridique. Aujourd'hui, la plupart des pays africains ont un cadre juridique qui organise la microfinance, que ce soit à un niveau sous-régional ou à un niveau national, et le plus souvent les deux. Alors, quelle est l'attitude du droit à l'égard de ces formes et ces pratiques populaires de la solidarité? Il reste combien de temps? Ah, 2 minutes, d'accord. Donc, sous l'œil vigilant du professeur Scipio, je vais essayer de terminer en 2 minutes. Donc, je dirais simplement ceci, d'abord une première minute, en disant que cette attitude est variable selon le degré de proximité des pratiques avec l'économie officielle. On comprend dans ce cas que les tontines soient moins encadrées juridiquement. Ce n'est pas le cas en revanche de la microfinance parce qu'il y a des lois, mais avec le risque que la microfinance bascule du côté des entreprises capitalistes, deviennent carrément encore des banques comme des autres. J'aurais pu développer ce point, mais peut-être qu'on pourrait en discuter. Je ne vais pas conclure. Parce que j'ai en tête la citation de Flaubert, conclure c'est la bêtise, et comme les juristes n'aiment pas tellement paraître bêtes, ils évitent de conclure dans les devoirs juridiques, on l'enseigne dès la première année. Et par contre, faire 2 observations pour essayer de relancer le débat. La première observation, c'est le besoin de renforcer l'État africain ou les États africains
par le renforcement de la justice pour que les droits économiques et sociaux soient justiciables. Moi, je pense que le jour où des habitants des bidonvilles africains verraient leurs requêtes accueillies par un juge africain, et c'est tout à fait juridiquement possible et défendable, sur la base du droit national et des engagements internationaux de l'État, il y aurait un basculement. D'autant plus que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ne prévoit pas le principe de progressivité des droits économiques et sociaux qu'on trouve dans d'autres instruments juridiques. Je pense que ça, c'est un point important. Deuxième point important, il faut aussi que les institutions financières internationales ne soient pas au-dessus du droit. Il faut qu'on puisse mettre en jeu la responsabilité des institutions financières internationales qui, par des politiques, violent des droits économiques et sociaux. Et là, ce n'est pas un langage d'un altermondialiste, j'ai du respect pour l'altermondialisme, mais je n'en suis pas un. C'est simplement le langage d'un juriste, peut-être naïf, qui essaie de prendre le droit au sérieux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci et pardonnez-moi encore d'avoir dû être le gardien de l'horloge alors que vous évoquiez des questions si importantes et compliquées. Mais je pense que vous aurez quand même eu comme ça la possibilité de faire comprendre l'essentiel.